Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des critiques fusent sur l'immobilisme et l'incapacité des députés et sénateurs à utiliser leur pouvoir législatif pour atténuer les braises ardentes de la crise sociopolitique anglophone à l'approche de la dernière session parlementaire de l'année 2017. Des populations fondent leur espoir en cette session budgétaire où le Cameroun table sur un budget évalué à plus de 4 513 milliards de francs CFA, malgré une hausse de 140 milliards. Les prévisions budgétaires et les projections en matière d'investissement public sont perçues comme irréalistes par des économistes. On en parle dans ce journal. La face cachée des goulots d'étranglement vient d'être dévoilée au port autonome de Douala. Ces multiples tracasseries et lenteurs observées sur cette plateforme portière ne sont en réalité qu'une technique d'approche utilisée pour alimenter un vaste réseau frauduleux de fausses factures qui ont occasionné un lourd préjudice dans les caisses de l'État. Après plusieurs mois d'investigation, la gendarmerie de la région du littoral a mis la main sur 4 suspects et a effectué une saisie record de faux cachets appartenant à l'administration fiscale, douanière et même territoriale. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. 2 personnes ont été tuées lors d'un choc fatal entre un camion transportant du ciment et un taxi. Cet accident s'est déroulé très tôt ce matin à la pénétrante est de Douala. Le chauffeur du taxi et son passager sont morts sur le champ. Le récit des faits avec Equa Claude et Gladys Sidier. Le choc a été violent entre un camion transportant du ciment et un taxi au lieu dit Elf Village. C'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. 2 personnes ont perdu la vie à la suite de cet accident et 3 autres ont été grièvement blessées. De sources policières, toutes ces personnes se trouvaient à bord du taxi. Les sapeurs-pompiers ont dû utiliser une scie à moteur pour extraire les corps du taxi. Que le taxi sortait du village pour le marché et roulait sur la voie centrale qui est interdite là-bas au taxi, aux motos. Le taxi venait de passer 2 autres taxis. Pour se rabattre, il s'est retrouvé nez à nez avec le camion qui a jeté les 2 morts. Le taximan même, on a fait plus d'une heure pour l'enlever dans la voiture. Quoi de c'est grave. L'état dans lequel se trouvent les 2 véhicules témoigne de la violence du choc. Les carcasses, encore sur place, suscitent la curiosité des passants qui regardent stupéfaits. Selon des témoins, l'excès de vitesse du conducteur du taxi serait à l'origine de cet autre accident de la circulation. C'est nous qui tuons les chauffeurs, les mauvais conducteurs qui ne respectent pas les règles de la circulation. Parce que d'abord, la voie centrale est strictement interdite aux motos et aux taxis. Alors le taxi, il profite parce que c'est la nuit, il emprunte la voie et puis finalement ce qui arrive à arriver. Il n'est même pas prudent, il ne roule pas prudemment. Parce que le passagers sont dit, il voulait dépasser 2 taxis. Il s'est vu coincé. Les quelques campagnes de prévention routière peinent à réduire l'excès de vitesse qui reste jusqu'ici le péché fatal de plusieurs automobilistes. Au-delà de cet accident mortel survenu ce jeudi matin, il y a une recrudescence des hécatombes sur les principaux axes routiers au Cameroun. Après avoir sanctionné une agence de transport interurbain, le gouvernement pointe un doigt accusateur sur les centres de visite technique en délivrant des certificats fantaisistes. Ils sont aux yeux du gouvernement en partie responsables de ces drames qui se multiplient sur les axes routiers au Cameroun. Les mises en cause indexent plutôt des brebis galeuses qui gangrènent le secteur d'activité. Joël Essengue et Ike Cyril. De l'état technique des véhicules. Pour le gouvernement, c'est clair. Les centres de visite technique automobile sont à l'origine des accidents de la circulation que l'on enregistre sur les routes au Cameroun.
Le constat a été établi que 20% des accidents de circulation sur nos axes routiers sont causés par les défaillances d'état technique des véhicules en circulation dans nos axes routiers. Donc quand le centre de visite technique procède à la délivrance de visites techniques fictives, fantaisistes, d'équipements qui ne sont pas en bon état technique, les responsabilités est directement consignée. En délivrant des certificats de visite qui ne retracent pas toujours la qualité technique réelle des véhicules, les centres de visite technique contribuent à occasionner des accidents sur la route. Sans totalement le nier, les responsables des centres de visite technique automobile pointent à leur tour un doigt accusateur sur les brebis galeuses qui minent le secteur. Ce n'est que des brebis galeuses. Ce n'est pas l'activité principale que nous menons dans nos centres. Nous avons pour mission de diminuer tous les accidents de la circulation dus à des dysfonctionnements techniques. Si maintenant il y a des brebis galeuses, vous avez vu, le ministre sanctionne. Mais ce n'est pas ça qui doit nous ralentir notre activité. Selon des chiffres annoncés par les pouvoirs publics, 20% des accidents de la circulation au Cameroun sont causés par la défaillance technique des véhicules. Une rencontre entre le ministère des Transports et les responsables des centres de visite technique automobile a eu lieu à Yaoundé. Chacun promet de jouer sa partition afin de stopper la saignée. Restons à Yaoundé où un grave incendie est survenu ce jeudi en plein centre-ville de la capitale. D'importants dégâts matériels sont à déplorer. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire les flammes. Aucune perte en vie humaine. Des précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. Au lieu dit avenue Kennedy à Yaoundé, un mini-centre commercial a été dévasté par les flammes. Ce matin, autour de 8h30, il y a eu des techniciens qui sont entrés là, ils essayaient de faire du dépannage. Et par la suite, ils ont senti un peu comme si le feu brûlait. Alors là, il y a une dame qui a dit, bon, c'est comme s'il y a le feu qui brûle dans un compartiment droit qui était là. Alors là, quand les gens ont pu essayer de casser, ils ont vu que le feu avait déjà un peu propagé à l'intérieur du compartiment droit en question. Rapidement arrivés sur les lieux, les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre ont dû batailler pendant près de 2 heures pour circonscrire l'incendie. Les sapeurs-pompiers que vous voyez tout autour de moi là, c'est des gens qui ont fait un travail fabuleux parce que ça pouvait incendier tout ce boulevard commercial de la ville de Yaoundé. Le bilan matériel de cet incendie, selon les témoins, est plutôt lourd. En principe, on peut estimer à plus de 200-300 millions de pertes. Nous sommes pratiquement à 10 boutiques parce qu'il y a 4 boutiques par l'avant et 6 par l'arrière. C'est un mini-marché qu'on peut constater. C'est un mini-marché. On a des vendeurs en informatique, on a des vendeurs d'or, on a des vendeurs de diamants, un peu partout qu'on peut constater là. Notre boutique n'a pas brûlé, mais la vapeur, la chaleur a brûlé tout ce qu'il y avait comme plastique. Donc tout, téléphone, ordinateur, tout ce qu'il y avait là consumé. Tout a brûlé. Tout a brûlé, rien n'est sorti. Nous sommes là maintenant, là, nous sommes devant, tout a brûlé. Ce énième incendie dans la capitale, ces derniers jours, confirme la multiplication de ce type d'accidents dans les espaces commerciaux et administratifs à Yaoundé. Vous avez peut-être vécu ces multiples tracasseries et lenteurs observées durant l'enlèvement des marchandises au port autonome de Douala. Ces multiples tracasseries et goulots d'étranglement ne sont en réalité qu'une technique d'approche utilisée pour alimenter un vaste réseau frauduleux d'émission de fausses factures. Après plusieurs mois d'investigation, le groupement de gendarmerie territoriale de Douala a interpellé 4 suspects et effectué une saisie record de faux documents et faux cachets de l'administration fiscale, administration portuaire et administrative, mais également des documents faux appartenant aux différents maires du département du Vouri, mais aussi de certains responsables en charge de la comptabilité, de la trésorerie et de l'administration fiscale du côté du port autonome de Douala. Une enquête a été ouverte. Le parquet de grande instance du Vouri a été saisi à cet effet pour amener la gendarmerie à évaluer le préjudice subi par le port autonome de Douala en raison de l'existence de ce réseau frauduleux d'émission de fausses factures qui a occasionné de nombreux goulots d'étranglement et favorisé la corruption.
au port autonome de Douala. À présent, je vous propose de suivre les explications du colonel Abina Aranda François, qui est le commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Douala. Nous avons été saisis par les autorités du port autonome de Douala de ce que des faux documents étaient en circulation dans cette structure. Ces documents permettaient l'enlèvement de conteneurs. Une première enquête a donc été ouverte au niveau de la brigade Port Sud. Au cours de cette enquête, nous avons pu interpeller un certain nombre de suspects avec des documents compromettants. Ils ont été déférés devant M. le procureur de la République. Après l'exploitation de cette procédure et l'audition de ces premiers suspects, il nous a retourné la procédure en confiant maintenant l'enquête au groupement de gendarmerie territoriale de Douala. En exécution des instructions de M. le procureur de la République qui consistait à rechercher les fugitifs et à auditionner ceux des complices qui n'étaient pas encore entendus, le groupement de gendarmerie territoriale a opéré des perquisitions dans certains domiciles où on a pu faire des saisies qui avaient un lien direct avec l'enquête. Mais également, après cette saisie, il y a eu une saisie incidente qui a permis de tomber sur de nombreux cachets d'administrations diverses, autorités administratives, autorités judiciaires, autorités policières et même d'autres administrations qui ne sont pas ici à Douala. Alors, vous pouvez vous-même constater que le préjudice au plan économique que ce faux a engendré est assez important, tant pour le port autonome de Douala que pour l'État en général. Et nous ne pouvons que continuer à féliciter nos hommes qui sont sur le terrain et qui nous apportent ces résultats. Dans le reste de l'actualité, l'enlisement de la crise anglophone suscite des critiques à l'encontre des députés et sénateurs à l'approche de la dernière session parlementaire de l'année 2017. Les populations leur reprochent leur immobilisme et leur incapacité à utiliser leur pouvoir législatif pour traiter les causes profondes de cette crise qui secoue le Cameroun depuis près d'un an maintenant. Reportage Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Depuis le déclenchement de la crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les parlementaires ne sont pas restés les bras croisés. J'estime que le rôle des parlementaires, peut-être de quelques parlementaires SDF, a été quelque chose, par exemple, les efforts du député Wiba, qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme, parce que c'est grâce à lui que les décideurs ont compris, parce que même le président de la République a reconnu qu'il y avait un problème anglophone, et que vivement le dialogue s'installe, qu'on mette fin à cette crise. Sauf que malgré les différentes actions et prises de parole, la crise perdure dans les régions anglophones. Ainsi, les parlementaires sont davantage interpellés afin qu'ils contribuent efficacement à la recherche d'une solution durable à cette crise. Ce qu'on peut attendre des parlementaires, c'est de débattre, d'échanger et d'échanger franchement. Et qu'à la fin, que ce soit par vote ou par enquête, qu'on sache exactement par quelle porte sortir de là. Parce qu'il faut bien qu'on sorte de là un jour. Que ce soit par consensus, par entente mutuelle, mais il faut des débats. Il faut évidemment des débats pour que chacun s'exprime, pour qu'il y ait tous les points de vue sur la table. Et puis après, on fait comme d'habitude, les Camerounais ont toujours fini par s'entendre. Certains vont plus loin en indexant les parlementaires des régions en crise, dont l'implication peut aider à sortir de l'impasse actuelle. La solution, ce n'est pas les bruits, ce n'est pas les casses. La solution, c'est le dialogue et c'est ça que prône le chef de l'État. Nous attendons des députés qui vont dans la même lancée, qui continuent à sensibiliser, surtout les députés de la zone anglophone. Ils ont intérêt à aller vers leurs frères, leur expliquer le bien fondé de la paix, le bien fondé du dialogue. Dans quelques jours, députés et sénateurs vont reprendre du service à la faveur de la session de novembre. Si elle est essentiellement budgétaire,
Il est évident qu'avec l'actualité des régions anglophones, des préoccupations ne manqueront pas. Moi j'ai un problème quand on parle des parlementaires, parce que pour moi déjà l'Assemblée nationale, pour nous, c'est plus ou moins une caisse de résonance. Vous savez, l'exécutif a une main tellement forte au Parlement que je saurais même décrire l'action des parlementaires. Parce qu'en fait, après tout, le parlementaire est là pour représenter le peuple. Et donc si le peuple va mal, il ne peut pas s'asseoir tranquillement à l'hémicycle comme si les choses allaient bien. Parce qu'il est là, il a un mandat, son mandat vient du peuple. Dans la perspective de cette session parlementaire, la toute dernière de l'année 2017, le gouvernement table sur un budget 2018 en hausse de 140 milliards de francs CFA, avec toujours des dépenses de fonctionnement bien plus élevées que les investissements. Au total, 4 513 milliards de francs CFA, un budget 2018 irréaliste aux yeux de certains économistes. Les prévisions budgétaires, les projections en matière de collecte des recettes fiscales et d'investissement sont plus politisées que l'on ne croit. Je vous propose de suivre ces économistes qui s'expriment dans ce reportage d'Élisée Bogba et Guy Zogo. Selon les premières indiscrétions, le budget 2018 de l'État du Cameroun devrait connaître une augmentation de 140 milliards de francs CFA, soit une enveloppe globale de 4 513 milliards de francs CFA contre 4 373 milliards l'année dernière. Pour l'économiste Bernard Ouandji, il n'est pas réaliste d'envisager une telle augmentation du budget de l'État du Cameroun dans le contexte actuel marqué par des sollicitations diverses qui vont de la lutte contre Boko Haram en passant par les grands projets et les réponses liées à la crise anglophone. On n'est pas très sûr si c'est réaliste d'espérer d'avoir 3% de plus. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'en ce moment, là-bas au gouvernement, ils n'ont pas 3 milliards pour faire aboutir ou bien pour faire avancer un projet qui tient au chef de l'État. À l'en croire, le Cameroun n'est pas en mesure de faire face à une dépense d'un montant aussi minime que 3 milliards de francs CFA, comme c'est le cas avec General Electric actuellement, preuve même que cette hausse est factice. Dans le cadre de l'acquisition des 9 locomotives de General Electric, au mois de juin, le chef de l'État, on l'a vu, avec le vice-président de General Electric, on a annoncé que le Cameroun va acquérir 9 locomotives. Ça fait 4 mois, on cherche 3 milliards pour mettre en vigueur ce contrat. Pour l'économiste affilié à l'Union des populations du Cameroun, en réalité, il y a tromperie sur la nomenclature budgétaire au Cameroun depuis un certain nombre d'années. Depuis 4 ans, 5 ans, le budget est déficitaire de l'ordre de 30%. Et chaque année, à ce moment-là, le budget gambadait de 14-17% de plus chaque année. Maintenant, ils ont ramené à une augmentation de 3%. Mais tout ça, ils font semblant parce que le vrai niveau du budget du Cameroun, c'est dans les 3 500 milliards, pas plus. Ces premières salves contre le budget 2018 préfigurent peut-être d'autres critiques qui pourraient survenir, entre autres, au sujet des nombreuses taxes que le gouvernement entend inclure dans son budget 2018. Alors que le gouvernement prône l'accès équitable à l'éducation, la réalité est tout autre dans les campagnes situées dans la région de l'Ouest. Là-bas, les écoles publiques sont constituées de bâtiments en terre, prêts à s'écrouler. Promiscuité et inondations perturbent des élèves durant les cours. Ils sont également confrontés à un déficit d'enseignants en plein 21e siècle. Nos reporters d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat vous invitent à la découverte d'une école des temps anciens située à Saint-Balin dans la région de l'Ouest. Reportage. Située à 16 km du centre-ville de Bafoussam, l'école publique de Sainté dans le groupement Balin se résume en 3 cases, construites en 2003. En cycle complet, les 6 classes se répartissent dans 2 salles fonctionnelles. L'une d'entre elles s'étant même écroulée l'année dernière. Le déficit de salles a imposé le système de tronc commun universitaire dans un système primaire. Jumelé en 3 groupes, la CIL et le cours préparatoire dans une salle, cours élémentaire 1 et 2 dans celle-ci, et enfin cours moyen 1 et 2 dans une autre. Avec 2 tableaux opposés dans chaque salle, les chevaliers de la craie tiennent seuls le secret de dispenser des enseignements dans de telles conditions.
Quand le cours moins 1 et le cours moins 2 vont souvent les mêmes matières. Donc là, je les prends une fois. Maintenant, pour les matières qui sont spécifiquement au cours donc, différents, alors j'essaie de donner un exercice, soit au cours moins 1, je travaille avec le cours moins 2 avec ces matières-là, ou bien je donne un exercice au cours moins 2, et puis je travaille avec ceux du cours moins 1. Donc ce qui est maintenant encore très difficile, c'est la leçon de lecture, puisque là, la lecture c'est au même moment. En 17 ans d'existence, l'ensemble de l'infrastructure se détériore au fil des années. Les charpentes préhistoriques ont perdu leur solidité antique, dents et prêtes à s'écrouler sur la tête des élèves et leurs enseignants. Ce qui me fait le plus peur dans ces salles de classe, il y a les fenêtres sont ouvertes, c'est pas protégé aussi, ainsi que les bambous, ça tombe, donc c'est pas prudent pour nous. En saison de pluie, les eaux inondent les salles de classe, du boulot de vidange pour ces tout petits chaque matin avant de démarrer les cours. Our floor is mud floor, so when the water comes in, it would get dry. The following day, we will just sweep it and continue our classes. Par ces temps de caprice du ciel, l'étanchéité des toitures est mise à rude épreuve. Quand il pleut, les gouttes d'eau tombent sur la toiture et ça tombe sur les bancs. J'ai l'intention que mes petits peuvent rester comme ça, la maison tombe sur eux. Vous n'en croirez pas à vos yeux, dépourvu de tout minimum de confort, que voici le bureau du directeur de cette école primaire. Je ne peux pas inviter mes collègues directeurs ici, parce qu'il n'y a même pas où s'asseoir. Le matin, quand j'arrive ici, je trouve des selles sur ma table. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je ne fais que ma prière et j'entre dans mon bureau. Donc cette école a d'énormes problèmes en tout. L'école publique de Saint-Balin manque de tout. Mobilier de bureau, matériel didactique et bibliothèque. Des livres donnés par la Banque mondiale, mais l'exploitation de ces livres est très problématique ici à cause du bureau qu'il n'y en a pas. Je suis obligé de porter les livres dans mon sac. J'arrive là, je donne aux élèves, dont la bibliothèque de l'école se trouve que dans mon sac. Ici, le corps enseignant compte 2 agents publics et 3 maîtres des parents à la charge de l'association des parents d'élèves, dépassés par l'ampleur des besoins en enseignants et infrastructures. Le gouvernement n'est jamais venu en aide. Comme vous voyez, les bâtiments sont tels que les parents ont fait. Ils sont aussi déjà fatigués. Les parents n'aiment pas envoyer leurs enfants ici parce qu'ils ont souvent peur de ces bâtiments presque déjà délabrés. Nous ne sommes jamais assistés. Comment est-ce que le gouvernement peut voir ce genre de situation et ne pas regarder? Chaque année, les effectifs diminuent considérablement. Moins de 250 élèves à cette rentrée scolaire. Tous fuient la vétusté et la précarité des lieux en quête d'un minimum de confort et de sécurité dans les écoles environnantes. Et si rien n'est fait dans l'urgence, l'école publique de Saint-Balin pourrait disparaître un jour. Et le ministre des Enseignements secondaires a remplacé le proviseur qui avait été assassiné à Foumban. C'est désormais Ouseni Oumarou qui prend la tête du lycée Mbombo Njoya de Foumban. Il était en poste dans un lycée situé dans la région de l'Adamawa. Décision prise par le ministre des Enseignements secondaires ce jeudi. En sport football, Joseph Antoine Bell, Jean-Laurent Bernand et Thomas Chio sont les premières personnalités à être invitées à une consultation à huis clos avec le comité de normalisation de la FECAFOOT. Rien n'a filtré de ces échanges qui se poursuivent avec d'autres acteurs du football. Du moins, officiellement, l'on sait que le but de ces entretiens est de trouver des voies et moyens pour redorer l'image du football camerounais. Emmanuel Diop et Ike Cyril. À l'invitation du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, les acteurs du football défilent au siège de la FECAFOOT à Tchinga. Joseph Antoine Bell a été reçu par le comité de normalisation. L'ancien gardien de but des Lions indomptables s'est entretenu avec les membres du comité. Il a formulé des propositions dans le sens de sortir le football camerounais, notamment la Fédération camerounaise de football, de sa léthargie. C'est forcément intelligent de leur part de recueillir le point de vue des uns et des autres. Et ils sont assez grands, assez intelligents et je pense qualifiés pour juger par la suite. Ils sont ouverts, ils écoutent, ils sont humbles. La première qualité des gens intelligents, c'est qu'ils ne prétendent pas qu'ils connaissent tout.
mais ils savent qu'ils ont la responsabilité de décider. Moi, je rêve d'un football où les gens se parlent, où personne n'est exclu, où tout le monde ne fait pas tout, mais où ce n'est pas une raison pour que certains soient ostracisés. Les propositions de Joseph-Antoine Bell pour sortir le football camerounais de sa léthargie, comme Jojo Jean Lambenan a lui aussi été reçu par le comité de normalisation. Le journaliste émérite, ancien directeur général de la FECAFOOT, vous vous en souvenez certainement, a lui aussi fait des propositions pour redorer le blason du football camerounais. Thomas Thio, ancien dirigeant de football, notamment dans la région du sud-ouest et singulièrement dans la cité balnéaire de Limbe, lui aussi est arrivé au siège de la FECAFOOT à Tchinga. Il a eu un entretien avec les membres du comité de normalisation. Comme les autres, il a également formulé des propositions pour sortir le football camerounais de sa torpeur. Les acteurs du football défilent au siège de la FECAFOOT à Yaoundé sur invitation du comité de normalisation. Joseph-Antoine Bell, Jean Lambenan, Thomas Thio sont venus formuler des propositions pour redorer le blason du football camerounais. On espère que le comité de normalisation de la FECAFOOT tiendra compte des propositions qui ont été formulées. Le comité de normalisation à qui incombe la tâche de remettre la Fédération camerounaise de football sur orbite. Depuis le siège de la FECAFOOT à Tchinga, Emmanuel Diop, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Quelles sont les chances de 3 lions indomptables, champions d'Afrique, d'être sacrés Ballon d'Or africain 2017? La cérémonie aura lieu en début du mois de janvier 2018. Ces 3 lions indomptables font partie d'une liste de trentaine de joueurs qui ont été présélectionnés par la Confédération africaine de football. Des précisions avec Emos Fongo et Hervé Kemier. La CAF a publié la liste des 30 joueurs qui vont convoiter le titre de meilleur joueur africain 2017. Parmi les nominés, on retrouve 3 Camerounais, champions d'Afrique 2017. 3 monstres, lions indomptables de la campagne victorieuse, Gabon 2017. Le plus en vue, c'est Vincent Obakar, l'auteur du but assassin de la finale à la CAN gabonaise, est sur un nuage à l'image de son sombrero contre l'Égypte. L'ancien attaquant de Coton Sport de Garoua, auteur d'un début de saison sportive éclatante sous les couleurs du FC Porto, est l'un des attaquants africains qui transpire l'efficacité depuis le début de la saison sportive. En 13 matchs, toutes compétitions confondues, Vincent Obakar a inscrit 11 buts. Une performance qui fait de Vincent Obakar l'un des prétendants sérieux à la succession de Riyad Mahrez. Autre candidat camerounais, c'est Christian Bassogok, le meilleur joueur de la CAN 2017, exilé dans le championnat chinois, où il a marqué les bons points. En 24 matchs, il a inscrit 10 buts. Christian Bassogok aura son mot à dire. Et le troisième candidat, Fabrice Ondoa, le gardien de but des Lions Indomptables, crédité d'une excellente CAN 2017, mais très mal loti en club, où il ne bénéficie pas de temps de jeu. Il est loin du compte. Sa situation très peu reluisante en club lui est défavorable. Les 3 Camerounais feront face à la concurrence de certaines têtes d'affiche du football continental, telles que le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Sénégalais Sadio Mané, pour ne citer que ces deux-là. Le voile sera levé sur l'identité du prochain Ballon d'Or africain le 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana. La fondation Kaji de Futso, c'est un public reportage, célèbre l'excellence des chefs d'établissement et enseignants engagés dans l'amélioration des performances scolaires des jeunes Camerounais. Reportage. Une fois encore, la Fondation